Aujourd'hui, on va parler d'un des sujets les plus graves et encore trop répandus dans le monde du travail. Un sujet qui peut entraîner des conséquences dramatiques sur la santé physique et mentale des victimes. Il s'agit du harcèlement sexuel au travail. Vous avez déjà forcément entendu parler de ce terme, peut-être d'abord dans un contexte privé, mais le lieu de travail n'est pas épargné, à tel point qu'une enquête du défenseur des droits a pu révéler qu'au cours de sa vie professionnelle, c'est une femme sur 5 qui a été victime de harcèlement sexuel. Même si ce sujet ne peut pas se résoudre uniquement par l'aspect juridique et implique davantage un changement dans les mentalités, on va voir qu'il existe un cadre légal permettant de reconnaître ce harcèlement dans plusieurs types de situations, mais aussi qu'il instaure des mécanismes de prévention afin que les victimes ne restent pas seules. Et pour illustrer ces principes, on va démarrer par nos deux exemples du jour. Pour le premier exemple, nous avons Sophie, qui travaille dans une grande agence de tourisme. Elle vient de trouver ce travail il y a peu de temps et va rapidement être confrontée à une situation inattendue et déplaisante. Un collègue plus expérimenté, du nom de Marc, commence à lui montrer une attention excessive. Au début, cela commence par de simples compliments sur son apparence et sa tenue vestimentaire, ce qui pourrait être considéré comme de la gentillesse de la part de Marc. Par la suite, il souhaite l'inviter à déjeuner ou à prendre un verre après le travail, ce que Sophie refuse poliment, espérant qu'il comprendra. Mais ce n'est pas le cas. Il se met à lui offrir des cadeaux non sollicités. Il laisse sur son bureau une boîte de chocolat, lui offre un bracelet, ce genre de choses. Les invitations à déjeuner et les cadeaux non sollicités se poursuivent, malgré les refus clairs de Sophie. Même en lui demandant d'arrêter ce comportement, il persiste. Et il va même profiter de son expérience et de son ancienneté pour organiser des réunions où ils ne sont que tous les deux. Pour Sophie, c'en est trop. Elle va directement en parler à son employeur pour faire cesser cette situation. Pour le second exemple, nous avons Alice qui travaille dans un cabinet d'experts comptables. Elle a commencé en stage et a été embauchée par la suite en CDI. Et c'est à partir de cette embauche que le comportement de son manager a changé. Alice a donc commencé à recevoir des messages non sollicités de la part de son responsable et parfois même après les heures de travail. Les messages en question, remplis de termes affectueux, mettaient mal à l'aise Alice, qui n'y voyait en plus aucune raison professionnelle. Pourtant, les messages vont continuer de se multiplier, devenant au passage de plus en plus suggestifs. Le stress et l'angoisse provoqués par cette situation ont impacté sa santé, et après une visite chez son médecin, elle a bénéficié de plusieurs semaines d'arrêt maladie. À son retour, ayant pris le temps d'y réfléchir, elle décide d'en parler à son employeur pour dénoncer le comportement de son responsable. Or, l'employeur considère que les messages reçus n'ont qu'un caractère romantique, et que cette accusation est donc calomnieuse. Il décide donc de mettre fin à la période d'essai d'Alice. Alice va donc saisir le conseil de prud'homme pour contester la rupture de sa période d'essai, et également agir à propos du comportement de son responsable. Alors, qu'en pensez-vous? Les situations de Sophie et d'Alice correspondent-elles à du harcèlement sexuel au travail? On voit ça tout de suite en commençant par le cadre légal. Premier point, les contours du harcèlement sexuel. Pour déterminer tous les éléments qui composent une situation de harcèlement sexuel au travail, on va partir de sa définition du Code du travail. La première concerne le cas de faits répétés. Il y a donc harcèlement sexuel en cas de propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, qui soit portent atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent une situation intimidante, hostile ou offensante. On va prendre successivement les différents points de la définition pour bien comprendre de quoi il s'agit. Tout d'abord, les propos ou comportements doivent être répétés, mais aussi subis, donc non désirés par la victime. Le non-consentement est un des éléments constitutifs du harcèlement sexuel. Ensuite, les propos ou comportements à connotation sexuelle doivent porter atteinte à sa dignité compte tenu de leur caractère dégradant ou humiliant. Il s'agit ici de plaisanteries obscènes, de propos familiers à connotation sexuelle, ou encore de la mise en évidence d'éléments à caractère sexuel ou pornographique. Ou alors, les propos ou comportements doivent créer une situation intimidante, hostile ou offensante, comme par exemple des remarques sur le physique ou la tenue, des contacts physiques non désirés, des propositions incessantes de sortie malgré les refus, ou encore des propos ou questions d'ordre intime. Il est important de noter que l'auteur de harcèlement n'a pas nécessairement besoin de comprendre la portée de ses actes pour qu'il soit considéré comme du harcèlement. Par exemple, le salarié coupable de harcèlement sexuel peut prétendre qu'il blaguait ou qu'il ne pensait pas à mal. Mais cela ne minimise en rien l'impact de ses actions sur la victime. La deuxième situation concerne le harcèlement environnemental. Il y a donc aussi harcèlement sexuel lorsqu'un même salarié subit des propos ou comportements à caractère sexuel venant de plusieurs personnes, de manière concertée. Ou alors, même en l'absence de concertation, si ces personnes savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. On peut parler ici de sexisme ambiant. C'est l'ambiance de travail globalement sexiste, intimidante ou offensante qui entraîne une forme de harcèlement sexuel. Lorsque chacun y va de son petit commentaire, même si à titre individuel il s'agit d'un fait unique, la multiplication des propos ou comportements désobligeants va entraîner le harcèlement sexuel. Et enfin, troisième situation, le fait unique mais grave est assimilé à du harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle.
Donc le harcèlement sexuel n'implique pas forcément des faits répétés. Si l'acte en question est d'une gravité suffisante, il pourra être reconnu. La notion de pression grave peut se comprendre comme le fait d'imposer un acte de nature sexuelle à une personne, et peut être accompagné en contrepartie, soit d'un avantage, soit de l'assurance qu'elle évitera une situation dommageable, donc en d'autres termes, d'un chantage sexuel. Concernant le caractère intentionnel, peu importe que l'auteur de la pression grave affirme qu'il ne serait jamais passé à l'acte. C'est son intention exprimée ou suggérée qui compte. Et enfin, à propos de la notion d'acte de nature sexuelle. Il ne s'agit pas uniquement des relations sexuelles. C'est une notion plus large qui peut englober davantage de situations. Ainsi, toute demande visant à provoquer un désir sexuel chez l'auteur pourrait être considérée comme une pression grave. Deuxième point, la prévention. Compte tenu des conséquences possibles du harcèlement sexuel, l'employeur est tenu de tout mettre en œuvre pour éviter ce genre de situation. Dans un premier temps, au nom de son obligation générale de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, mais aussi car le Code du travail oblige directement l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Une des obligations de l'employeur en matière de prévention consiste en l'affichage de certaines informations dans les lieux accessibles aux salariés. L'employeur doit ainsi afficher le texte du Code pénal qui définit le harcèlement sexuel et expose les sanctions encourues par l'auteur, mais aussi les coordonnées du médecin du travail, de l'inspection du travail et du défenseur des droits. Il doit également afficher les noms et coordonnées du ou des référents en matière de harcèlement sexuel. En effet, certaines entreprises sont tenues de désigner un référent qui a pour but d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés. Ainsi, le comité social et économique doit désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent est désigné pour la durée du mandat et doit être formé sur le sujet. Dans les entreprises d'au moins 250 salariés, l'employeur a l'obligation de désigner un référent harcèlement sexuel au niveau de l'entreprise, qui sera bien souvent un membre des ressources humaines. Enfin, il existe l'obligation pour l'employeur de mener à bien une enquête interne, lorsqu'il est au courant de faits qui peuvent caractériser une situation de harcèlement sexuel. Il devra alors écouter la version de la victime supposée et de toutes les personnes impliquées pour tirer au clair la situation, et surtout pour la faire cesser si elle est avérée. Troisième point, les sanctions. Si l'enquête interne permet de prouver que la victime a bien vécu une situation de harcèlement sexuel, alors l'employeur a l'obligation de sanctionner le salarié coupable. Et de tels faits sont nécessairement constitutifs d'une faute grave, c'est-à-dire un licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement. Car la faute grave se définit comme une faute tellement importante qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail. Si l'affaire est portée devant le conseil de prud'homme, alors comme pour le harcèlement moral, la manière de prouver le harcèlement sexuel a été rendue plus simple pour les salariés. Ainsi, la victime supposée doit présenter des éléments qui laissent supposer l'existence d'un tel harcèlement. Les faits avancés par le salarié doit faire peser un doute aux juges, qui doivent se dire que le harcèlement est possiblement envisageable, ou en tout cas vraisemblable. Il appartient alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement sexuel, et que tous les éléments sont justifiés et objectifs. La victime peut obtenir réparation du préjudice subi, et dispose d'un délai de 5 ans pour agir après le dernier événement. Il faut également rappeler que le harcèlement sexuel est un délit pénal, et que l'auteur des faits encourt jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Quatrième point, les agissements sexistes. Comme on vient de le voir, la définition du harcèlement sexuel essaye d'être suffisamment large pour pouvoir intégrer la variété des situations pouvant exister. Mais certains propos ou comportements ne seront pas considérés comme du harcèlement sexuel, quand bien même ils sont totalement déplacés. Et c'est là qu'intervient la notion d'agissement sexiste. Le Code du travail les définit comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. On retrouve ici la notion d'atteinte à la dignité, ou la création d'un climat de travail inapproprié. Or ici, les agissements n'ont pas un caractère sexuel, mais ont pour origine le sexe de la personne. Par exemple, dire à une collègue femme qu'elle n'est pas féminine, c'est fonder sa remarque sur un stéréotype de genre, qui implique que les femmes doivent être féminines et respecter certains critères d'apparence pour cela. Et c'est typiquement un agissement sexiste. Dans le même ordre d'idées, dire à un collègue masculin qu'il n'est pas viril, c'est partir d'une certaine définition de la virilité, et considérer que tous les hommes doivent la respecter. Et à nouveau, c'est un agissement sexiste. Maintenant qu'on a vu l'ensemble des règles, on va pouvoir revenir sur nos deux situations. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et je vous rappelle que le résumé gratuit de la vidéo est disponible avec le lien dans la description. Souvenez-vous, Sophie travaille dans une agence de tourisme et un de ses collègues, Marc, lui montre une attention excessive. Il ne cesse de la complimenter sur son apparence, lui offre des cadeaux non sollicités et l'invite plusieurs fois en dehors du travail, malgré les refus de Sophie. Sophie a donc décidé d'en référer à son employeur
et dénoncer le harcèlement sexuel qu'elle subit. Dans cette situation, l'employeur n'aurait d'autre choix que de mener à bien une enquête interne. Le but serait d'écouter la version de toutes les personnes impliquées pour déterminer si le harcèlement sexuel est avéré. Et compte tenu des nombreux échanges par mail, il serait en plus facile pour Sophie de prouver tous les agissements inappropriés de Marc. Mais si l'on revient à la définition, le harcèlement sexuel implique des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés. La question est donc de savoir si offrir des cadeaux non désirés, inviter à des sorties en dehors du travail et faire en sorte d'organiser des réunions en tête-à-tête a une connotation sexuelle. Eh bien, selon les juges, la réponse est oui. En effet, cet exemple est tiré d'une véritable décision de justice, qui reconnaît le harcèlement sexuel pour la situation dans son ensemble. Car il ne faut pas être naïf sur les intentions de Marc, qui crée par ses agissements une situation hostile et intimidante pour Sophie. Par conséquent, l'enquête interne devrait reconnaître cette situation comme du harcèlement sexuel, et l'employeur est obligé de sanctionner ce comportement qui est nécessairement une faute grave. Et maintenant, à propos du cas d'Alice. Cette salariée d'un cabinet d'experts comptables a reçu de manière répétée des messages de plus en plus suggestifs par son responsable, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé, et après en avoir fait part à son employeur, ce dernier considère qu'il ne s'agit finalement que d'une forme de drague, et que ces accusations sont calomnieuses. Il met donc fin à la période d'essai d'Alice, qui décide de contester devant le conseil de prud'homme. Ce n'est pas le sujet direct de la vidéo, mais commençons par rappeler qu'il ne s'agit pas d'un motif valable pour mettre fin à une période d'essai. Et concernant maintenant la situation de harcèlement sexuel. Si les messages du responsable sont suggestifs, leur connotation sexuelle ne fait aucun doute. Et comme ils ne sont pas sollicités par Alice, ils créent nécessairement une situation hostile, renforcée par les conséquences sur sa santé. Alice pourra donc prétendre à des dommages-intérêts pour obtenir réparation du préjudice subi, à la fois pour le harcèlement et pour la rupture de sa période d'essai. Vous maîtrisez maintenant toutes les nuances du sujet et savez qu'il existe des solutions. J'espère que cette vidéo participera à l'effort de prévention du harcèlement sexuel au travail, donc n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous dis à lundi dans 15 jours, c'était Victor, ciao.